Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoilerons leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, j'accueille Susana Nunes, cofondatrice de We Do Good, une plateforme de financement participatif en royalties dédiée aux projets à impact positif. Et l'autre aspect, c'est qu'on est vraiment dans une logique de partage de valeur, parce qu'on en investit en royalties, on devient intéressé à la croissance du chiffre d'affaires et pas à une valorisation théorique et spéculative de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est un indicateur qui normalement est très sain pour le développement d'une entreprise. Donc c'est ces deux aspects-là qui nous ont fait choisir ce modèle et qui nous font être sûrs que c'est un modèle qui est pertinent pour rendre la finance plus proche des territoires, plus proche des besoins des entreprises et plus connectée aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui. Dans cette première partie, nous avons parlé de son parcours et plus particulièrement de We Do Good, leur vision, leur histoire ou de leurs plus grandes difficultés pour se lancer. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Aujourd'hui dans Demain est durable, j'accueille Susana Nunes, cofondatrice de We Do Good. Comment vas-tu, Susana ? Très bien, merci. Je suis très content de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Demain est durable. Je vais commencer, comme dans tous les épisodes de Demain est durable, par une question basique, mais qui a tout son sens. Qui est Susana Nunes ? Alors, c'est une question un peu compliquée. Je suis portugaise. J'ai vécu au Portugal jusqu'à la fin de mes études supérieures. Je suis fille d'entrepreneurs. Mes deux parents étaient entrepreneurs. Okay. Et grande fille d'agriculteurs. Mes grands-parents étaient tous les deux des agriculteurs, des petits agriculteurs. Donc je pense que je le dis parce que ça explique un petit peu mon parcours et mes valeurs aussi. Voilà, je suis arrivée en France pour mon stage de fin d'études et après tout s'est un peu enchaîné de manière assez naturelle et je suis toujours là. Du coup, t'es arrivée en France à quel âge ? J'avais plus de 20 ans déjà. Ok, très bien. Et ça, c'était en quelle année exactement ? C'était en 2008. En 2008, très bien. Du coup, t'es arrivée en France et t'as étudié à l'Institut d'études politiques de Paris, c'est ça ? Pas tout de suite. J'ai d'abord fait mon stage. J'étais à Rennes, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je suis restée 1 an à peu près. Et ensuite, je savais pas trop si je rentrais au Portugal, si je restais en France. Et j'avais besoin de faire un peu d'argent. Et du coup, j'ai postulé à des offres d'emploi un peu partout. Et un mois plus tard, j'avais un boulot à Paris. Donc c'est pour ça que je dis tout s'est enchaîné de manière aussi naturelle que je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que je fais. Et après 1 an et demi de travail, je savais déjà que je voulais reprendre mes études en France parce que je voulais rester et je savais que mon diplôme portugais, même si c'est équivalent, ça n'a pas la même valeur. Et j'ai eu de la chance, j'ai croisé les bonnes personnes au bon moment et en postulant à Sciences Po à Paris, j'étais admise, donc c'était une très bonne expérience. D'où t'es venue l'idée d'où vient l'envie de justement d'agir sur ce sujet d'environnement ? Est-ce que c'est inné chez toi ? Est-ce que ça vient du coup de ton enfance ? Parce que du coup, t'es directement allé à Rennes au sein de l'ADEME, Oui. Qui est une agence quand même d'environnement. Oui. D'où ça devient cette partie-là ? Je pense que c'est inné parce que c'est assez difficile à expliquer parce que le contexte au Portugal était assez différent. Je l'explique avec des exemples assez concrets. Par exemple, moi, mes vêtements, c'était les vêtements qui me passaient mes cousins. À la maison, on mangeait quasiment que des produits du potager que nous ramenaient soit de notre potager, soit qui nous ramenaient les voisins. Voilà, il y a un esprit d'entraide, de partage et
et de réduction de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage en fait, qui était par défaut dans la vie de tous les jours. Et c'était plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas du tout pareil ailleurs et que c'était pas normal. Et du coup c'était inné, mais je ne l'avais pas formalisé dans ma tête. C'était plus tard que je me suis rendu compte qu'il fallait que je travaille dans ce domaine parce que ça me tenait à cœur, parce que le monde que je voyais n'avait pas trop de sens et je savais qu'on pouvait faire autrement. Moi je l'avais déjà fait autrement. Justement sur le début de We Do Good, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as rencontré tes cofondateurs? C'est passé comment en fait le début? Là aussi c'était le hasard des rencontres. Je travaillais de nouveau, c'était pendant ma deuxième expérience à l'ADEME, j'étais à Nantes, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. À côté de mon travail, je m'engageais assez au niveau associatif parce que j'avais plus d'énergie que celle que mon travail me demandait. Sous des sujets liés à la réduction des déchets, soit sous des sujets de l'entrepreneuriat social qui commençaient à m'intéresser pas mal, notamment avec Make Sense. Et Jean-David, qui est mon associé aujourd'hui, il y a eu des moments où je le croisais 3 fois dans la semaine par hasard parce qu'on s'intéressait au même sujet et en discutant à plusieurs reprises, je me suis rendu compte qu'on partageait pas mal de choses et quelques semaines plus tard, lui et le reste de l'équipe qu'il avait déjà commencé à composer, aucun de nous se connaissait au départ. Ils avaient envie que je rejoigne l'aventure. Et tout ça, que des Nantais, du coup? Pas du tout. Il n'y a aucun Nantais dans l'équipe. Okay. Non, on s'est retrouvés à Rennes parce que Jean-David l'avait fait à Audencia, qui est l'école de commerce à Nantes. Et du coup, on a été pris dans l'incubateur d'Audencia et ça a permis à l'équipe de ressembler parce qu'au départ, on était plutôt en télétravail, en travail à distance. Donc c'est un peu du hasard, on va dire, de se retrouver à Nantes. Oui. Mais du coup, vous êtes resté à Nantes maintenant, on est d'accord? Ah oui, c'est ça. On est toujours à Nantes. C'est une ville qui nous plaît bien. Et pour entreprendre, c'est vraiment un contexte sympathique. Maintenant, on va parler de We Do Good, de comprendre un peu, le fond de We Do Good, comprendre un peu ce que vous faites. Est-ce que tu peux du coup nous décrire ce que fait We Do Good? Très bien. Juste pour contextualiser peut-être un peu, moi je viens pas du tout dans le monde de la finance. We Do Good, on travaille dans la finance. Du coup, mon discours et la manière dont je l'aborde est assez vulgarisé. Et ce qui m'a motivée au départ, même si c'était un sujet qui me passionnait pas du tout à la base, c'est que je me suis rendu compte que dans la finance, il y avait des choses hyper intéressantes à faire avec un fort impact environnemental et social. Et que là, il y avait, si je voulais avoir un impact, c'était un domaine qui était vraiment très riche. Et du coup, avec We Do Good, ce qu'on fait, c'est que je fais peut-être partir de notre mission. On a une double mission. Nous, à la base, ce qu'on voulait faire, c'était de démocratiser le financement des entreprises en amorçage, notamment celles qui avaient un impact, parce que étrangement, les entreprises à impact avaient plus de difficultés à se financer à l'époque, parce qu'elles étaient perçues comme étant plus risquées, et en parallèle, démocratiser l'investissement citoyen dans ces mêmes entreprises-là. Et donc, la manière dont on le fait, c'est avec un nouveau modèle de financement, un financement en royalties, et avec les royalties, quand on investit dans un projet, on va avoir droit à un pourcentage de chiffre d'affaires qui est généré par le projet pendant une durée déterminée. Comment on passe, toi, de ton côté, de la communication à justement la finance? Comment ça s'est passé? Petit à petit, avec beaucoup de motivation, tout se fait. Déjà dans l'équipe, on était assez complémentaires avec mes associés. On a notamment 2 personnes qui viennent du monde de la finance au pas loin. Et moi, quand j'ai rejoint l'équipe, c'était pour travailler sur la communication. Donc ça avait déjà du sens, du lien avec ce que je faisais. C'est juste qu'en tant que dirigeant, en fait, petit à petit, on est amené à tout maîtriser, pas uniquement l'activité, mais tous
toutes les activités de l'entreprise, à la fois les ressources humaines, le marketing, le management, le développement de produits, le suivi client. Et donc petit à petit, je me suis approprié de plein de choses que je maîtrisais pas au début. Mais je pense qu'on en entreprend, quand on décide d'entreprendre, de toute façon, on passe par là. On découvre des nouveaux métiers et des nouvelles activités. C'était quoi la plus grande difficulté au début quand vous vous êtes lancé dans justement ce nouveau segment des royalties? Comment est-ce que vous avez fait du coup pour démocratiser un peu tout ça au début, et maintenant comment est-ce que vous vous en occupez? Alors, la plus grande difficulté, c'est que on était perçus comme des bisounours. On était des jeunes engagés sur de l'impact, qui venaient pas forcément du monde de la finance, en tout cas qui n'avaient pas une énorme expérience dans le monde de la finance, ni le réseau qui allait avec, qui essayait de monter une start-up pour révolutionner la finance. Et clairement, par les banques, les experts comptables, c'était très très lent. C'est pour ça qu'on a pris du temps à décoller. C'est que on a eu un énorme travail sur le terrain de pédagogie, même de lobbying avec des acteurs institutionnels dans le milieu. Pour faire comprendre qu'en fait on n'était pas des bisounours, qu'on était des gens avec des vraies idées, et des idées qui étaient cohérentes par rapport aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui. Quand on parlait de démocratisation, en fait, avec le modèle qu'on a choisi, et c'était pas anodin, hein, les royalties, on a choisi après 2 ans de recherche et développement juridique et financier, donc c'était un vrai choix. C'est parce qu'on a compris que c'était le modèle le plus c'est un modèle qui existe beaucoup dans le monde de la musique et dans le monde de la franchise. Donc, le modèle en soi, on l'a pas inventé. C'est juste la manière dont on l'applique. Et on a choisi parce que quand on parle de financement, un des enjeux, c'est le coût du financement. Donc, combien ça va coûter de mettre en place et de gérer le financement par la suite. Et en fait, avec les royalties, le coût de gestion, il est très très faible. Et c'est ça qui nous permet de démocratiser. C'est parce que du coup, on peut le rendre accessible pour les projets à partir de 10 000 €, c'est qu'il y a un montant beaucoup trop faible pour la majorité des acteurs de financement. Vous allez voir un fonds d'investissement, parfois, en dessous de 500 000, voire 1 million d'euros, ils financent pas, justement parce que le coût de financement, il est beaucoup trop élevé. Et pareil, côté investisseur, on peut le rendre accessible à partir de 10 €. Donc là aussi, c'est une innovation, parce que aujourd'hui, quand on veut devenir investisseur, souvent le ticket d'entrée, il est beaucoup plus élevé. Et l'autre aspect, c'est qu'on est vraiment dans une logique de partage de valeur, parce qu'on en investit en royalties, on devient intéressé à la croissance du chiffre d'affaires et pas à une valorisation théorique et spéculative de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est un indicateur qui normalement est très sain pour le développement de l'entreprise. Donc c'est ces 2 aspects-là qui nous ont fait choisir ce modèle et qui nous font être sûr que c'est un modèle qui est pertinent pour rendre la finance plus proche des territoires, plus proche des besoins des entreprises, et plus connectée aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui. Je donne juste 2 exemples. Si les citoyens de Nantes, ils investissaient en échange de royalties dans toutes les entreprises nantaises, ils auraient tout intérêt à consommer local, parce que du coup, ce serait avoir un retour sur investissement direct à chaque consommation. Pareil, si les entreprises entre elles investissaient dans leur écosystème local, elles seraient intéressées à se fournir un service et un produit localement, directement intéressées. Et donc c'est pour ça que le modèle il nous plaît beaucoup et qu'on essaie de le développer au maximum. Ok. Est-ce que c'est plutôt c'est quoi comme type d'investisseur du coup? Il y a vraiment un peu de tout. Il y a des gens comme moi, des gens qui n'ont pas forcément énormément de moyens financiers, mais qui se disent, je vais mettre 10, 20, 30 € dans un projet qui me plaît. Et si ça rapporte, tant mieux. Et il y a des gens qui sont plus dans une logique de placement, qui ont l'habitude d'aller parfois sur des plateformes de crowdlending, faire des placements, et qui voient les royalties comme un moyen de diversifier leur placement. Et après, on a des entreprises, des investisseurs qui mettent encore des tickets plus élevés. On a déjà eu des personnes qui viennent investir, par exemple, 50 000 € dans une entreprise. Et là, c'est un vrai pari sur le potentiel de l'entreprise.
Ou alors un placement de trésorerie. Ça arrive aussi pour des entreprises qui veulent soutenir les entreprises avec lesquelles elles ont des synergies, par exemple. Donc je pense qu'en termes de communauté d'investisseurs, on doit être l'acteur français qui a une diversité la plus importante. Et ça se voit même dans la mixité. C'est assez intéressant. Et on est à plus de 40% d'investisseurs qui sont des femmes sous notre plateforme. Alors qu'en France, je crois que l'année dernière, on était à 5% sur les investisseurs qualifiés. Alors qu'on n'a jamais eu de démarche particulière pour aller chercher les femmes. C'est juste que l'outil en soi, et la façon dont il fonctionne, le fait que ce soit accessible, ça permet de toucher beaucoup plus de personnes et différents types de personnes. Du coup, le panier moyen, en fait, ça dépend en fait du type d'investisseur. Enfin, globalement, l'investisseur qui investit 50 000 euros, il fait un peu, c'est ça. Il déjoue un peu le panier moyen, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, le panier moyen, je crois qu'il est autour de 800 euros. Okay. Mais c'est vrai que la majorité des investissements, si on parlait d'investissement médian, c'est peut-être plus pertinent, c'est plutôt autour de 110 euros. Ok, très bien. Bon, ça reste quand même un bon montant pour. Oui, bah oui. En fait, à partir du moment où on comprend que c'est un investissement et que c'est pas un don, on finit toujours par ne pas mettre 10 euros, mais mettre un peu plus. C'est assez rare qu'on ait des investissements de 10 euros finalement, même si c'est possible. Sur les types d'entreprises que vous accompagnez, donc tu me disais juste avant que l'objectif c'était de démocratiser notamment l'amorçage du coup des petites entreprises, des entreprises du coup qui se lancent. Oui. Est-ce que c'est toujours votre vision, votre mission, ou est-ce que vous avez diversifié à d'autres types de sociétés? C'est toujours notre mission, c'est toujours notre vision, parce qu'on est convaincu que, et surtout aujourd'hui, les banques notamment, la majorité des acteurs de financement, ils prennent plus de risques. Et c'est dans l'amorçage qui est le plus gros du risque. Donc, quand on se lance aujourd'hui et qu'on a une idée en tête et qu'on veut créer une entreprise, il faut être bien motivé pour aller chercher de financement. Et du coup, non, c'est toujours notre mission, c'est de démocratiser l'accès au financement quand on se lance. Par contre, le modèle, lui, il est adapté à tout type d'entreprise. On a déjà accompagné des PME, ça marche bien aussi. Hein. Ça veut pas dire qu'on se ferme à d'autres secteurs, c'est juste que nous, ce qu'on vise, c'est plutôt les jeunes entreprises. Ok. Celles qui, pour vous, en tout cas, ont le plus besoin d'avoir du financement rapidement pour se lancer. Oui, c'est ça. Et aussi parce qu'on sait que c'est dans les nouvelles entreprises qui sont en train de naître aujourd'hui qu'il y a les solutions de demain, notamment sur des enjeux environnementaux, sociaux. C'est celle-là qu'il faut soutenir. Ok. Sur votre business model à vous, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de prendre justement une commission sur les royalties qui vont être ensuite données aux investisseurs. C'est ça le business model? Alors, le business model, il est en 3 étapes. Donc, c'est gratuit pour les investisseurs. Nous, on se rémunère sur les fonds qui sont levés auprès de la structure qui est financée. La première étape est plutôt symbolique. Donc, c'est des frais de dossier à l'entrée. Et c'est juste pour que l'entrepreneur, il exprime son engagement pour travailler avec nous. Parce qu'entre le moment où on signe ensemble et le moment où on finit la levée de fonds, il y a souvent plusieurs mois qui se passent et pendant lesquels on travaille beaucoup. Parce qu'en fait, le cœur de notre modèle économique, et comme la majorité des plateformes de financement participatif, est une commission sur la réussite. Donc, ça veut dire que on ne gagne de l'argent que si ça marche. Et donc, si la levée de fonds est réussie, lorsqu'on va verser les fonds qui ont été collectés à l'entrepreneur, on va prélever une commission. Donc, c'est à ce moment-là qu'on gagne notre vie, qu'on couvre nos coûts. Et ensuite, et ça on l'avait pas au tout début, mais on a rajouté un peu plus tard, on prend aussi une commission sur les royalties que l'entreprise va verser aux investisseurs, qui est plutôt symbolique aussi. Mais c'était à la demande des investisseurs, c'est assez intéressant parce que nous on a construit le modèle et on l'a adapté au fur et à mesure, en essayant toujours de trouver le bon compromis entre le porteur de projet, les investisseurs, et de trouver un modèle assez juste. En fait, les investisseurs nous disaient, c'est pas normal que vous ne soyez pas intéressés à que tout se passe bien par la suite financièrement.
pour protéger leurs intérêts. Il fallait que nous aussi, on soit intéressés à cette réussite. Et du coup, là, c'est une commission qui est plutôt symbolique, mais qui exprime justement cette partage des risques et des potentielles réussites avec les porteurs de projets. Et est-ce que vous avez un temps moyen pour autoriser, va dire, le financement de ces entreprises, ou est-ce que c'est limité comme dans certaines plateformes où c'est 90 jours ou je ne sais plus exactement combien de jours? C'est limité, mais on va déterminer la durée avec les porteurs de projets. Souvent, on leur conseille entre 2-3 mois. C'est un peu plus long que dans les plateformes de dons avec contrepartie parce que on le fait en 2 temps. On va d'abord avoir une phase d'évaluation, on va collecter des intentions et ensuite on passe à la phase d'investissement. Donc globalement c'est un peu plus long. Mais non, il faut et on détermine toujours une date limite, qui est une date contractuelle qu'on ne peut pas dépasser, qui est la date où la levée de fonds doit être validée pour que les fonds soient versés. Sinon, tout le monde est remboursé automatiquement. Est-ce que tu aurais du coup des exemples de boîtes, enfin de start-up en fait, ou PME, hein, bien entendu, qui sont un peu des success stories côté We Do Good, sans parler du coup enfin tu peux en parler également hein, si tu penses que c'est la success stories de We Do Good, sans parler notamment de The Plastic Flamingo où j'ai pu interviewer François, oui, le créateur dans l'épisode précédent. Ah bah, c'est un de mes projets préférés. Okay. Et très bien. Oui, bien sûr. Alors, les success stories, c'est marrant parce que c'est celles que j'ai en tête. En tout cas, la majorité, ce sont des entreprises en B2B qui vont être un peu moins parlantes au grand public. Quand même, ça peut leur parler. Il y a Wake2, par exemple, c'est une application pour les grandes surfaces pour les aider à réduire à mieux gérer les dates de péremption et du coup à réduire le gaspillage des produits qui sont mis en rayon. Et eux, ils ont fait une belle campagne et surtout là, ça marche à fond. Ils sont sur un marché qui répond bien à leurs produits et ils sont même en train de s'internationaliser. Il y a aussi Listo, c'est une start-up qui est nantaise aussi et eux, ils permettent c'est des services aux entreprises pour générer les feuilles de paye des salariés de manière automatisée et assez transparente. Et du coup, ça marche très bien aussi parce que jusqu'ici, toute la partie gestion sociale dans les entreprises était assez comment dire, un peu vieille école, on va dire. Et là, c'est un outil qui permet de rendre les choses beaucoup plus simples et surtout automatiser pas mal de choses. Mais sinon, dans les projets grand public, on a par exemple La Tribu, c'est un chouette projet qu'on a accompagné très récemment. Eux, ils vont chercher des produits qu'on peut pas avoir localement, comme le chocolat, le café, le thé. Ils vont identifier les producteurs qui vont les produire de manière équitable et avec des engagements environnementaux. Ils font voter les consommateurs sur les produits qu'ils veulent avoir, et ensuite ils le commercialisent auprès des supermarchés en France. Ok, très clair. Et comment est-ce que vous faites pour choisir justement ces entreprises? Est-ce que vous avez une sélection? Est-ce que vous refusez des différents types d'entreprises si jamais vous voyez qu'elle n'est pas autant à impact que vous le souhaitez initialement? Comment est-ce que vous faites pour avoir cette sécurité sur cette partie-là? Nous, il y a plusieurs critères sur différents niveaux. Le premier, c'est sur la maturité du projet. Il faut qu'il y ait une entité morale qui porte le projet, donc il y a une structure qui a été créée, qu'il y ait un business plan avec un prévisionnel, donc il y ait une formalisation du projet, et que le porteur de projet soit aussi à temps plein, parce que sinon ça marche pas. Et ensuite, on va regarder par rapport aux paramètres financiers. On va demander le prévisionnel, le plan de financement. On va étudier quel sera l'impact du financement sur ce prévisionnel de manière assez précise et vérifier que ça ne met pas en danger, que c'est bien cohérent par rapport au modèle économique.
Si tout ça est validé, on va regarder par rapport à notre charte déontologique, est-ce que le projet rentre bien dans nos critères. Après, notre vision de l'impact est assez large, hein. On va prendre des projets qui ont des impacts économiques, sociaux, environnementaux. On n'est pas là pour financer que les meilleurs. On est là pour financer tous ceux qui s'engagent à minima et surtout les aider à progresser sur leur impact ensuite. Nous, le fait de remplir une grille d'évaluation d'impact, c'est obligatoire, même pour ceux qui, à la base, ont que des impacts économiques locaux, par exemple. Mais le fait d'apprendre à les formaliser, à les quantifier, bah, pour nous, c'est déjà un début. C'est comme si on se met des petites graines. Et surtout, on se rend compte aussi que c'est ça aussi qui va parler de potentiels investisseurs, notamment comme moi. Le fait que l'entreprise, que le porteur de projet, il sache dire combien d'emplois locaux il va créer, avec quelles conditions de travail, quels sont ses fournisseurs, quels sont ses engagements vis-à-vis de ces fournisseurs-là, ça me parle beaucoup plus que le fait de rester assez vague sur ce type de questions. Donc, il y a tout un accompagnement qui est fait avant la levée de fonds sur ces aspects-là, même si on n'est que sur des impacts économiques. Après, on va le faire également sur tous les impacts environnementaux et sociaux, bien sûr. Ok, très bien. Donc, en fait, l'objectif, c'est, ce que vous quantifiez en termes d'impact, ça peut être très global, en fait. Ça peut être sur l'emploi, sur l'écologie ou sur le social. En fait, il n'y a pas vraiment de règles, même si vous avez cette charte de déontologie. C'est ça. Ça reste assez large sur les différents types d'impact, sachant que dans la charte de déontologie, il y a des types de projets qu'on va pas accepter. Les projets dans l'extraction d'énergie fossile, bien sûr qu'on n'accepte pas. Liés à l'armement, on n'accepte pas non plus. Récemment, on s'est posé une question, les projets qui se rémunèrent exclusivement de la publicité, est-ce que c'est éthique ou pas? Donc, c'est une charte qui évolue au fur et à mesure aussi des projets auxquels on est confronté. Et du coup, oui, on peut exclure un projet parce que il rentre pas dans notre charte déontologique, même avant de lui demander d'évaluer ses impacts. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.